la zone OHADA. Oui. Donc l'objectif, c'est que vous puissiez nous expliquer, pour nous qui ne sommes pas juristes, qui ne connaissons rien de ce domaine, en quoi ça consiste, en enlevant tous les jargons. C'est une institution, comment elle a été créée, elle existe depuis quand, comment ces pays collaborent, et ensuite on va rentrer en détail parce que nous on a vraiment envie de comprendre ce que c'est. On entend parler. L'objectif, c'est qu'on puisse l'éclairer au maximum de personnes pour qu'on sache quoi vraiment ça sert réellement. OHADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Donc, c'est une organisation qui avait été créée à l'issue de la signature du traité. C'est comme une harmonisation, un regroupement des règles qui sont applicables dans les affaires et qui seront identiques aux pays qui ont signé ce traité-là, c'est-à-dire le traité de l'OHADA. Donc actuellement, on a 18 États qui sont membres de l'OHADA. On a le Cameroun, la Guinée, on a la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali. Bref, on a tous ces pays-là. On a jusqu'à 18 États. Donc ça veut dire par exemple que s'il y a quelqu'un de la diaspora, il est par exemple malien et qu'il veut investir au Mali, il veut investir au Cameroun, ce seraient les mêmes règles qui seront applicables. Ce n'est pas parce qu'il est malien que le droit malien va s'appliquer à ses affaires lorsqu'il est au Mali. Ou bien ce n'est pas parce qu'il est malien et qu'il a investi au Cameroun que le droit camerounais va forcément s'appliquer. En fait, dans le droit des affaires, peu importe le pays membre dans lequel tu investis, à partir du moment où tu as investi dans l'un des pays membres de l'OHADA, c'est le droit OHADA qui s'applique. Si vous investissez dans l'un des 18 États que je citais tantôt, ça veut dire que c'est le droit OHADA qui sera applicable. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Prestige Africa, le podcast qui a pour but d'aider les personnes de la diaspora à mieux connaître le pays, savoir ce qui s'y passe, également les permettre de collaborer avec des professionnels qualifiés, compétents dans leur domaine, afin de les permettre d'éviter plusieurs erreurs que nous faisons le plus souvent quand nous sommes en distance. C'est également le podcast qui permet à ce que les professionnels les mieux qualifiés, les plus compétents, les plus fiables, qui sont sur le continent, qui font du bon travail, mais qui sont le plus souvent invisibilisés, et que lorsqu'on est dans la diaspora, qu'on a envie de réaliser des projets au pays, on ne sait pas par qui travailler, avec quelle personne s'associer pour réaliser nos projets. L'objectif, c'est vraiment créer un pont entre ces deux mondes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet pertinent qui est souvent négligé par la plupart des personnes, que ce soit dans la diaspora ou même au pays. Donc, nous allons parler du droit des affaires dans la zone OHADA. Donc, nous allons parler de plusieurs sujets qui concernent la réglementation, des choses qu'il faut mettre en place avant de réaliser un projet. Pour réaliser ce podcast, nous avons comme invité Madame Dorothée, docteur en droit des affaires, qui va nous parler de ce sujet. Durant le podcast, nous allons le diviser en deux parties. La première partie va consister d'expliquer un peu à quoi concerne la zone OHADA, le recouvrement, quelles sont les actions juridiques qu'il faut mettre en place pour sécuriser un contrat, en quoi la digitalisation aujourd'hui dans les projets arrive à aider les entreprises à mieux se structurer et à mieux répondre aux besoins. Et ensuite, dans une deuxième partie, nous allons nous focaliser à la diaspora. Donc, on va laisser la parole à Madame Dorothée pour vous présenter, expliquer juste qui vous êtes, votre parcours académique, pourquoi vous avez créé votre structure. Et ensuite, nous allons poser des questions au fur et à mesure. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Karim, de me passer la parole. Bonsoir déjà. Bonsoir, Monsieur Diallo. C'est un privilège que vous m'accordez de pouvoir présenter l'OHADA, n'est-ce pas, qui est cette organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires et qui regroupe actuellement 18 États africains. Donc, c'est une communauté, c'est une organisation qui permet la réglementation des règles en affaires. Alors, qui suis-je? Je suis Dr Ndoumeye Tazon Dorothée. Je suis aujourd'hui consultante juridique à plein temps. Comment est-ce que je me positionne comme consultante juridique à plein temps? Je dirais, depuis la tendre enfance, j'ai toujours aimé être juriste. J'ai toujours aimé incarner la figure juridique dans la famille parce que mes frères étaient déjà des comptables et mon papa, lui, il était pasteur. Et moi, je voulais m'identifier à lui en portant, par exemple, une soutane noire pour défendre, pour me placer devant une communauté et parler, enseigner et impacter. Donc, après la licence en droit des affaires, je choisis naturellement
de faire un parcours en Master 2 en droit des affaires et de l'entreprise. Ce qui a attiré mon attention, c'est que je voulais vraiment comprendre comment le droit OHADA pouvait protéger un acteur économique. Parce que avant même d'arriver à l'université, étant toute jeune, je faisais déjà de petites activités. Je prends les enfants en répétition et les parents de ces enfants-là étaient justement des travailleurs. Le contrat de répétition était verbal. Et moi, pendant que j'évoluais avec les études de droit, je voulais savoir comment est-ce que le droit que j'étudiais à l'école pouvait me protéger en tant que travailleur. Donc, j'ai beaucoup plus été passionnée par le droit des affaires. Le système OHADA, lorsqu'on parle du droit des affaires OHADA, on voit beaucoup plus les activités économiques. Donc, le droit OHADA protège les acteurs économiques. Et parmi ces acteurs-là, il y a les investisseurs, il y a les entrepreneurs, les sociétés, il y a même la diaspora, parce que les personnes qui sortent de l'Afrique pour aller chercher à l'extérieur doivent pouvoir rentrer pour développer leur pays. Mais quand ils vont rentrer, il va falloir qu'ils sachent que le droit qui est applicable sur le terrain n'est pas le même que celui qui est applicable dans le pays d'accueil. Donc, le droit OHADA regroupe dans l'ensemble des règles qui réglementent toutes les activités économiques. Donc, on a comme ça plusieurs actes uniformes, notamment l'acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, l'acte uniforme sur le droit des sûretés, l'acte uniforme sur les procédures collectives, les voies d'exécution, bref. On a plusieurs actes uniformes comme ça qui viennent réglementer toutes les activités économiques dans l'espace OHADA. Et cet espace-là regroupe aujourd'hui 18 États africains. Ça veut donc dire que les règles qui sont applicables dans ces pays membres de l'OHADA sont identiques les unes des autres. D'accord, ok. Donc avant même qu'on vienne sur l'espace OHADA même, moi j'aimerais revenir un peu sur votre parcours. Donc on a un peu compris pourquoi vous êtes venu sur le droit des affaires spécialisé OHADA, mais qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre propre structure pour être consultante, au lieu par exemple d'aller travailler pour un cabinet qui existe déjà? Ce qui m'a vraiment poussé à me positionner à mon propre compte, c'est parce que j'étais déjà mariée et un enfant qui est atteinte de la drépanocytose. En tant qu'une personne qui devait faire de temps en temps les crises drépanocytaires, je n'arrivais pas à faire plus de 7 heures de temps au travail sans être embêtée par les appels de mon assistante à la maison. Donc, j'ai supporté comme ça pendant presque 2 ans. J'ai mis un terme à tout cela. Depuis le 29 novembre 2022, je décide donc de ramener mon travail de juriste à la maison. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'à ce moment-là, j'étais dans un studio moderne. Donc, je transforme donc le salon de mon studio en un bureau. Je place dans le salon de ma maison. Je m'installe dans mon cabinet qui est désormais le salon de ma maison et je commence à publier du contenu. J'inondais les réseaux sociaux, surtout Facebook, des contenus juridiques parce que je voulais absolument créer un attachement. Je voulais rester dans ma carrière de juriste, peu importe ce qui se passait. Et c'est comme ça que finalement, mon fils reprend sa santé. Il devient de plus en plus fort. Il va à l'école normalement. Moi également, étant dans le confort de ma maison, je commence à avoir des recommandations. C'est vrai que à ce moment-là, je n'avais pas encore de clients venus des réseaux sociaux, mais j'avais des recommandations qui me venaient des cabinets d'avocats parce que je suis passée par 2 cabinets d'avocats de renommée d'ailleurs. Je suis passée par ces cabinets d'avocats-là et j'ai maintenu de très bonnes relations, ce qui fait que même si j'étais à la maison, je continuais de travailler à distance pour le compte de ma marraine et pour le compte de mon parrain. Donc, voilà comment ça s'est passé. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue toujours de travailler depuis le confort de la maison. C'est vrai que j'ai pris un bureau à l'extérieur, mais la plupart du temps, je fais des consultations en ligne depuis le confort de ma maison. On comprend mieux maintenant le chemin, le choix du parcours. Donc maintenant, on va s'attaquer vraiment à la compréhension de la façon la plus simple de la zone OHADA. Oui. Donc l'objectif, c'est que vous puissiez nous expliquer, pour nous qui ne sommes pas juristes, qui ne connaissons rien de ce domaine, en quoi ça consiste, en enlevant tous les jargons. C'est une institution, comment elle a été créée, elle existe depuis quand, comment ces pays collaborent, et ensuite, on va rentrer en détail, parce que nous, on a vraiment envie de comprendre ce que c'est. On entend parler. L'objectif, c'est qu'on puisse l'éclairer au maximum de personnes pour qu'on sache quoi vraiment
ça sert réellement. OHADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Donc, c'est une organisation qui avait été créée à l'issue de la signature du traité. C'est comme une harmonisation, un regroupement des règles qui sont applicables dans les affaires et qui seront identiques aux pays qui ont signé ce traité-là, c'est-à-dire le traité de l'OHADA. Donc actuellement, on a 18 États qui sont membres de l'OHADA. On a le Cameroun, la Guinée, on a la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali. Bref, on a tous ces pays-là. On a jusqu'à 18 États. Donc ça veut dire par exemple que s'il y a quelqu'un de la diaspora, il est par exemple malien et qu'il veut investir au Mali, il veut investir au Cameroun, ce seraient les mêmes règles qui seront applicables. Ce n'est pas parce qu'il est malien que le droit malien va s'appliquer à ses affaires lorsqu'il est au Mali. Ou bien ce n'est pas parce qu'il est malien et qu'il a investi au Cameroun que le droit camerounais va forcément s'appliquer. En fait, dans le droit des affaires, peu importe le pays membre dans lequel tu investis, à partir du moment où tu as investi dans l'un des pays membres de l'OHADA, c'est le droit OHADA qui s'applique. Si vous investissez dans l'un des 18 États que je citais tantôt, ça veut dire que c'est le droit OHADA qui sera applicable. Donc, le droit OHADA est applicable si l'entreprise se conforme à ce droit OHADA-là, c'est ça? Lorsqu'un État a ratifié le traité de l'OHADA, toutes les entreprises sont désormais soumises à ce droit-là. Ça veut dire que si dans un État membre de l'OHADA, il y a une entreprise qui ne respecte pas la réglementation en vigueur, les potentiels clients vont l'esquiver. Les potentiels clients vont fuir parce qu'il n'est pas en règle, parce qu'il ne respecte pas le droit. Donc, ça veut dire qu'en priorité, donc, pour tout pays qui a signé le traité OHADA, les lois qui s'appliquent en priorité, c'est les lois de l'OHADA avant de venir déjà sur les lois locales même du pays. C'est bien cela. Donc, en amont, il y a toujours l'application du droit OHADA à partir du moment où le pays est membre de l'OHADA. En quoi vraiment ce cadre juridique-là aide les entreprises? Il y a quoi à l'intérieur qui fait que ça protège les entreprises ou ça les avantage des choses? C'est quoi vraiment concrètement le cadre juridique de la zone OHADA? Le droit OHADA est protecteur dans la mesure où il établit des règles en fonction des matières. Il y a par exemple le droit commercial, le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Ça, c'est un acte uniforme qui vient réglementer les formes juridiques des sociétés. Par exemple, lorsque vous voulez créer une entreprise, lorsque vous avez une idée, il faut transformer cette idée-là en projet. Il faut tester le modèle économique qui va avec votre projet. Et lorsque votre modèle économique est avéré et que vous avez mis en place un système qui vous permet d'avoir constamment des clients, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous choisissez une forme juridique qui est adaptée à votre projet. Et la forme juridique que vous allez choisir doit nécessairement être l'une des formes juridiques que prévoit le droit OHADA si vous êtes dans un pays membre de l'OHADA. Et parmi ces formes juridiques-là, il y a la société à responsabilité limitée, c'est-à-dire une société dans laquelle le patrimoine social est différent du patrimoine personnel, dont le gérant est différent, la personne du gérant est différente, n'est-ce pas, de la société qui est créée, de sorte que les créanciers sont protégés puisque le patrimoine de la société est différent du patrimoine du promoteur. Donc ça, c'est la première forme. La deuxième forme aussi, c'est la société anonyme, donc les sociétés par action. Il y a aussi des sociétés par action simplifiées. Donc il y a plusieurs formes de sociétés que le droit OHADA met en place pour protéger les entrepreneurs. Donc ça, c'est en ce qui concerne les sociétés commerciales. Maintenant, l'autre pan de la protection qu'offre le droit OHADA aux entrepreneurs et aux investisseurs, c'est que le droit OHADA permet justement aux personnes qui prennent le risque de faire une prestation à crédit ou bien de livrer une marchandise à crédit, de pouvoir recouvrer facilement et efficacement leurs créances. En quoi faisant, par exemple, en mettant sur pied une des procédures simples de recouvrement que ce même droit a prévu, notamment dans l'acte uniforme sur les voies d'exécution. Voilà, il s'agit donc de l'injonction de payer. Donc, le droit OHADA facilite comme ça les activités économiques dans l'espace OHADA en mettant sur pied des procédures de recouvrement qui sont simples, des formes juridiques qui correspondent même aux réalités africaines. Parce que pour constituer même une SAR, il te faut juste un montant de 100 000 francs.
Avec 100 000 francs, vous pouvez constituer une SAR. Et le montant du capital social va jusqu'à 1 million. Donc voilà par exemple des facilités que le droit OHADA met à la disposition des entrepreneurs et des investisseurs. Et à côté de cela, il y a également les contrats. Il y a des lois consultables ou des articles consultables qui réglementent ce droit. Il y a plusieurs actes uniformes qui réglementent chaque domaine économique. Par exemple, il y a un acte uniforme sur la comptabilité. Pour dresser une comptabilité, on va devoir suivre les règles prévues par l'acte uniforme sur la comptabilité. Il y a un acte uniforme sur les garanties, sur les sûretés. Lorsqu'une banque, par exemple, veut octroyer du crédit à un entrepreneur ou alors à un investisseur ou même à une personne de la diaspora, cette banque-là doit respecter ce que l'acte uniforme sur les sûretés prévoit. Il y a le crédit bail que l'acte uniforme a prévu. Il y a les sûretés propriétés, le cautionnement personnel, le cautionnement réel, la cession de créance à titre de garantie qui est une sûreté propriété. On parle ici plutôt des actes uniformes qui réglementent chaque domaine économique jusqu'au transport. Donc, à l'intérieur de chaque acte uniforme, il y a des articles. Dans les articles, l'acte uniforme, en fait, c'est comme un document et à l'intérieur, il y a des articles qui concernent chaque domaine, chaque spécialité du domaine économique en question, en fait. Ils sont consultables, ceux-là? Ils sont accessibles quelque part? Bien sûr, tous ces actes uniformes-là sont disponibles sur le site de l'OHADA, www.ohada.com. Tous ces actes uniformes sont consultables en ligne. Vous avez également des versions papier, des versions commentées par des professeurs de renommée, voilà, que vous pouvez acheter par exemple sur leur site ou bien consulter également dans des bibliothèques. On va rentrer un peu, vous, dans votre cœur de métier, dans le fonctionnement de vos activités. En gros, dans vos activités, vous faites beaucoup de rédaction, donc de contrats commerciaux, vous conseillez par rapport à la structuration d'une entreprise. Tantôt, vous nous parlez d'une entreprise de type SARL, SA. Également, vous les accompagnez dans le côté juridique. Pourquoi, en réalité, le contrat, c'est vraiment quelque chose de primordial dans la réalisation d'un projet et qu'il faut mettre en amont, qu'une entreprise doit vraiment prendre au sérieux. Le contrat, c'est la matérialisation de ce que les parties se sont dites. Donc, à l'intérieur d'un contrat, il y a toutes les informations concernant une prestation. En quoi consiste cette prestation? Quelle est la durée de la prestation? Qui fait quoi dans la prestation? Quel est le montant de la prestation? Quelle est la juridiction compétente en cas de conflit? Et d'ailleurs, quelle est la loi applicable en cas de conflit? Le contrat vient ici détailler, n'est-ce pas, tout ce qui concerne le début de la prestation jusqu'à la fin de la prestation. Donc, le contrat est comme la matérialisation des informations ou encore de la transaction qui a eu lieu entre un client et une entreprise. J'ai envie de rénover ma maison, j'ai envie qu'on me fasse une étude de marché. Dans quel cas c'est nécessaire de faire un contrat et dans quel cas on se dit on n'a pas besoin, on lui demande juste de faire quelque chose. Ah, s'il le fait, on le paye, s'il le fait pas bien, on essaie de trouver un compromis. Et vous pensez qu'il faut le mettre contrat dans tous les aspects, que ce soit vraiment vérifiable et consultable? Lorsque vous êtes en affaires, il faut toujours penser au contrat. Il n'y a pas à proprement parler un cadre précis dans lequel il faut absolument un contrat et un autre dans lequel on peut négliger. Très souvent, une personne qui va se présenter devant vous comme une personne honnête, c'est la même personne qui sera malhonnête. Lorsqu'elle va remarquer que vous êtes indulgent, c'est cette même personne-là qui va devenir malhonnête. Et pour protéger votre temps, votre énergie, vous devez mettre en place un contrat. Et ça ne coûte rien de faire rédiger un contrat. C'est d'ailleurs pourquoi je dis toujours aux entrepreneurs et aux entreprises de s'habituer déjà à la consultation juridique, de s'habituer aux prestations d'un professionnel de droit parce que ça ne coûte rien en fait de s'abonner chez un professionnel de droit en ce qui concerne la rédaction ou bien l'audit de ces contrats. Donc, que ce soit dans le cadre d'une prestation de service ou bien de la réalisation d'un ouvrage, il faut toujours un contrat à la base. On ne néglige pas les marchés, peu importe le montant. Il y a toujours un contrat. Et lorsqu'on parle de contrat, vraiment, il faudrait que l'on essaye un peu d'enseigner. Le contrat, en fait, ce n'est pas toujours ce grand papier que les gens pensent à l'esprit, en fait. Le contrat, en fait, c'est un document qui retrace les informations qui se sont passées, d'accord, qui retrace l'entente entre un prestataire de service ou bien entre un client et le prestataire. Donc,
c'est un document qui retrace. C'est un document qui consigne par écrit les arrangements entre deux parties. Et peu importe la forme écrite de ce contrat, un contrat reste un contrat. À partir du moment où les informations sur le débiteur ou bien les informations sur le créancier, disons les informations sur les parties sont mentionnées dans ce document et que ce document est signé, ça reste et demeure un contrat. Donc, on n'a pas forcément besoin de passer par un commissariat pour faire signer ce document pour qu'il soit valable. Le contrat reste un contrat. Peu importe qu'il soit bien écrit, qu'il y ait des mentions mal orthographiées à l'intérieur, le contrat reste un contrat. Bon, toujours est-il qu'il faut se faire accompagner par un professionnel pour qu'il vous donne une forme appropriée en ce qui concerne le contenu de votre contrat. Est-ce qu'il y a des cas où le contrat est peut-être caduc? C'est-à-dire que la personne, elle a fait le contrat n'importe comment, mais elle ne s'est pas fait accompagner par un professionnel qui lui dit que dans ce type de besoin ou de transaction commerciale dans laquelle tu étais, c'était plutôt comme ça que tu devais rédiger le contrat. Donc, ceci rend ton contrat caduc. Ou bien, à partir du moment où c'est écrit, comme vous le dites, dans un bout de papier, c'est valable. Ou bien il y a des cas où le contrat, même si tu le fais, il peut être considéré comme non recevable parce qu'il n'a pas été rédigé en respectant certaines réglementations. Il y a des mentions obligatoires dans un contrat. J'ai dit tantôt qu'il peut y avoir, par exemple, des mentions mal orthographiées, mais il y a des mentions obligatoires qui rendent un contrat valable sur le plan juridique. Donc, un contrat, par exemple, qui ne porte pas de signature de partie, ce n'est pas un contrat valable. Donc, dans le contrat, on vérifie la dénomination, on va dire les informations sur les parties, les détails de la prestation. On vérifie également si les parties ont signé ce contrat-là. Donc, si, par exemple, dans un contrat, il y a une partie qui n'a pas signé le contrat et que plus tard, l'autre partie brandit ce contrat pour justifier ou encore pour prouver ses droits, ce contrat-là ne vaut pas parce qu'il n'y a pas la signature de l'autre partie. Il faut relever également que si vous avez, par exemple, donné à crédit une marchandise à quelqu'un en vous faisant rédiger un contrat et que le délai est passé depuis un certain temps, vous n'avez pas réclamé votre créance, passé un certain temps, ce contrat sera caduc parce que le délai que la loi vous donne pour réclamer votre créance est déjà passé. Et donc, le contrat là ne pourra plus porter. Le contrat n'a plus de valeur juridique en fait. Mais quelles sont les erreurs que vous voyez les entrepreneurs commettre de manière générale, quoi? Dans le contexte africain, jusqu'ici, les entrepreneurs que j'ai déjà eus, il faut vraiment remarquer que ces entrepreneurs n'ont pas la culture de rédiger même un contrat en fait. Avant même d'arriver aux erreurs dans un contrat, ils ne savent même pas que le contrat devrait exister en fait. Ils ne savent pas que le contrat devrait exister. Oui, voilà mon expérience personnelle. Voilà ce que je remarque sur le terrain. La plupart des entrepreneurs ne veulent même pas avoir affaire au contrat. Ils ne savent même pas qu'il y a un mécanisme juridique qui peut protéger leurs différentes transactions. Donc, avant d'arriver à ce qui est dans le contrat et qui pourrait, par exemple, les protéger, déjà, il faut remarquer qu'ils ne savent même pas déjà qu'il faut utiliser le contrat. Et donc, mon rôle en tant que consultante juridique, à travers les vidéos que je fais sur Internet et les contenus textes également, je leur fais savoir qu'effectivement, le droit va vous protéger. Les contrats doivent vous protéger. Lorsque vous êtes, par exemple, dans des partenariats, vous êtes sur le point de signer un partenariat parce que vous avez trouvé un marché et vous ne pouvez pas réaliser ce marché-là tout seul. Qu'est-ce qu'il faut à ce moment? Il vous faut un contrat. Mais pour que le contrat ait une valeur juridique, pour que le contrat participe vraiment de votre protection, il faut vous faire accompagner par un professionnel de droit qui va se charger de comprendre d'abord votre besoin, de comprendre les propositions de votre futur partenaire avant de rédiger un contrat qui protège en amont et en aval tous vos intérêts. Donc, parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir un contrat. Il faut aussi se rassurer que ce contrat protège efficacement vos intérêts, que vous soyez dans le cadre d'un partenariat, dans le domaine de la vente, ainsi de suite. Il faut que le contrat la protège
vos intérêts. Ok, vous pensez que c'est dû à quoi ça qu'ils n'ont pas confiance? C'est parce qu'ils n'ont pas confiance à la justice ou c'est par culture? Déjà, premièrement, certains Africains ne veulent pas dépenser de l'argent pour se faire accompagner. Ils estiment qu'ils n'ont pas besoin d'un accompagnement juridique parce qu'ils savent déjà tout. Ils savent qu'ils peuvent à tout moment acheter, par exemple, leurs marchandises et les revendre tranquillement. Ils ne savent pas à quel moment le juriste peut intervenir dans leur activité. Il y en a qui ne savent même pas que le droit peut les protéger. Ils savent tout simplement qu'à partir du moment où ils ont leur argent, ils peuvent les injecter dans des activités économiques et de manière surnaturelle, les choses vont très bien se passer et ils vont commencer à générer des revenus. Donc, ils ne savent pas qu'en amont déjà, il y a tout un système de protection juridique que le droit leur offre. Il faut savoir que le rôle d'un juriste ou bien d'un professionnel de droit commence à partir du moment où l'entrepreneur ou bien l'investisseur ou bien quelqu'un de la diaspora a une idée business. Donc, le juriste va intervenir à partir de ce moment pour vous aider à transformer votre idée en projet rentable, en projet exploitable. Et même si pour le moment, vous n'avez pas encore les moyens de pouvoir exploiter le projet à fond, le juriste va vous faire comprendre qu'il faut englober, qu'il faut mettre ce projet-là sur une base qui permette de protéger l'activité sur le long terme. Par exemple, le juriste va vous dire, par exemple, de constituer une société à responsabilité limitée et jamais un établissement. Parce que l'établissement, sur le long terme, va vous bloquer en ce qui concerne l'octroi des crédits bancaires, en ce qui concerne l'accès à certains marchés. Et donc, si vous avez commencé un projet sans un juriste ou bien un professionnel de droit et que vous êtes allé constituer un établissement, vous convenez avec moi que vous serez bloqué plus tard. Parce qu'il y a aussi un adage qui dit ceci: les dindons marchent avec les dindons, les aigles volent avec des aigles. Donc, un établissement, quelqu'un qui a un établissement, il sera difficile pour quelqu'un qui a un établissement de contracter avec une personne qui a une société. Parce que celui qui a une société aura toujours peur. Il aura peur que si jamais il accorde un crédit ou bien il y a un marché qui se passe, alors ses intérêts risquent d'être menacés. C'est quoi un établissement du coup? L'établissement, c'est comme une entreprise individuelle qui ne permet pas la distinction entre le patrimoine du promoteur et le patrimoine de l'entreprise en question.